Civilisation inconnue. Les mythes qui nous content l'histoire fantastique de civilisations depuis longtemps disparues sont partie intégrante de diverses cultures, et elles sont généralement associées aux tout autant antiques doctrines sur la chute progressive de notre humanité. On trouve sur tout le globe des traditions relatives à une race primitive glorieuse, mi-divine, autrefois maîtresse de la terre avant de connaître un effroyable châtiment cataclysmique pour avoir voulu s'égaler aux divinités elles-mêmes. Les mythes, vestiges d'un temps immémorial, racontent l'origine du cosmos. Ils dépeignent les manifestations primitives de la divinité, ses émanations spontanées et multiformes. L'univers, nébuleuse obscure, serait l'embryon d'un dieu stellaire en formation, une constellation divine en devenir. Chaque astre, chaque particule céleste, attendrait son retour à la patrie divine. Le Soleil et son système se dirigeraient vers la constellation d'Hercule, ou peut-être d'Orion, pour retrouver l'état glorieux du cosmos originel. Au-delà des récits fabuleux, nous retrouvons les fondements de la théogonie et de la cosmogonie. À l'instar des Mayas quichés d'Amérique centrale, les Aztèques croyaient en une succession de mondes anéantis par des cataclysmes. Chaque cycle, nommé Soleil, était marqué par la date de sa destruction et la nature du désastre. Le 4e, Soleil de l'eau, ou Nahuatl, sombra dans un déluge. Notre monde, le 5e, est désigné par Nahui-Olin, mouvement et tremblement de terre, sa date de naissance et de fin future étant scellée par la mise en mouvement du Soleil. Il est crucial de souligner le caractère fantastique des mythes aztèques. À l'origine de toute chose, le couple primordial, Ometecutli et Ometeotl, seigneur et dame de la dualité, régnant au 13e ciel, là où l'air est glacial. De leur union naissent les dieux, puis les hommes. Mais le dieu suprême demeure Huitzilopochtli, symbolisé par le soleil au zénith. Coatlicue, la déesse terrestre à la jupe de serpent, mère des dieux des étoiles et de Coyolxauhqui, déesse lunaire et incarnation des ténèbres, précède la naissance du soleil. Malgré l'aspect terrifiant de la religion aztèque et ses rites sanglants, des tendances opposées existent. Incarné par Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Sous l'identité de Xolotl, dieu à tête de chien, il descend même au Mictlan, l'enfer aztèque, pour y chercher les ossements des anciens et leur insuffler la vie. Quetzalcoatl, divin inventeur des arts, de l'écriture et du calendrier, s'oppose à Tezcatlipoca, sombre dieu du ciel nocturne, de la guerre et des maléfices. Selon la tradition, ce dernier aurait chassé le serpent à plumes de son royaume de Tula. Tula, pour les Aztèques, représentait l'île merveilleuse, un paradis terrestre situé au nord-est de l'Atlantique, semblable à la lumineuse Thulé des mythes grecs et celtiques. Ainsi se pose la question de l'Éden nordique, de la fabuleuse Hyperborée. Partout sur la planète, des traditions, orales ou écrites, font état de vastes îles, de territoires, voire de continents entiers, engloutis par les eaux ou ravagés par les feux du ciel. Il est troublant de découvrir, ici et là, des ruines et monuments énigmatiques qui semblent échapper à toute civilisation connue de l'histoire. Cette histoire qui se plie aux exigences de la méthode scientifique, je veux dire. Ainsi, la question fascinante et grandiose des civilisations disparues ressurgit inlassablement. De nombreuses cultures à travers le monde conservent des récits, transmis de génération en génération, évoquant des terres disparues. Ces légendes, parfois consignées par écrit, parlent d'îles immenses,
de continents entiers, avalés par les flots ou incendiés par le ciel. L'Atlantide, Mu, la Lémurie, autant de noms qui résonnent comme des échos d'un passé oublié. Parallèlement à ces récits, la découverte de vestiges archéologiques inexpliqués alimente le mystère. Des ruines cyclopéennes, des structures sous-marines, des artefacts technologiquement avancés pour leur époque. Autant d'énigmes qui défarent notre compréhension de l'histoire et suggèrent l'existence de civilisations oubliées, technologiquement avancées, disparues sans laisser de traces dans nos manuels. Prenons l'exemple des pyramides de Göbekli Tepe en Turquie, datées de plus de 12 000 ans. Leur complexité architecturale et astronomique soulève des questions sur les capacités des hommes du néolithique. Ou encore les lignes de Nazca au Pérou, gigantesques géoglyphes visibles seulement du ciel, dont la signification et la méthode de construction restent un mystère. Face à ces anomalies, certains établissent des parallèles avec notre propre civilisation, suggérant que nous pourrions nous aussi être au bord d'un effondrement. Si l'on se garde bien de céder aux prophéties catastrophistes, force est de constater que les inquiétudes contemporaines, changements climatiques, crises économiques, tensions géopolitiques, font écho à ces récits de civilisations disparues. L'histoire, semble-t-il, est un éternel recommencement. L'idée de cataclysme cyclique, bien qu'associée à des croyances en des punitions divines ou karmiques difficilement vérifiables, peut être abordée d'un point de vue scientifique. L'existence de déluges, de collisions avec des corps célestes ou de pluies de météorites à certaines époques est en effet une hypothèse plausible. Si la science ne peut se prononcer avec certitude, il est toutefois légitime d'explorer différentes hypothèses. Prenons l'exemple des grandes migrations de la préhistoire et de la protohistoire. Si la soif de conquête et la recherche d'un espace vital peuvent les expliquer en partie, d'autres facteurs ont pu entrer en jeu. Certains chercheurs proposent par exemple une explication intéressante à l'expansion des Celtes à l'âge du bronze. La fuite de ces populations face à la submersion d'une partie de leurs terres. Cette hypothèse s'appuie sur des données géologiques et archéologiques qui suggèrent des changements climatiques et des catastrophes naturelles à cette époque. L'élévation du niveau de la mer, provoquée par la fonte des glaciers ou par un impact météoritique, aurait pu inonder des régions côtières, poussant les populations à migrer vers l'intérieur des terres. Il est important de noter que cette hypothèse, comme toutes les autres concernant les événements du passé, reste sujette à débat et à de nouvelles découvertes. L'étude des cataclysmes et de leurs conséquences sur les civilisations est un domaine de recherche en constante évolution, qui nous permet de mieux comprendre l'histoire de l'humanité et les défis auxquels elle a été confrontée. Les géants. L'existence de géants dans un passé lointain a toujours fasciné l'humanité, nourrissant l'imaginaire collectif depuis des siècles. Pourtant, la science moderne reste sceptique face à ces récits, contrastant avec les affirmations péremptoires d'ouvrages comme la dissertation sur les ossements du géant Teutobochus, roi des Cimbres, de Nicolas Abico. Cette dissertation, publiée au XVIIe siècle, s'appuyait sur la découverte d'ossements gigantesques attribués à Teutobochus, un roi cimbre. Abicote y décrivait avec force et en détail le squelette du géant, alimentant les croyances en une humanité primitive composée d'êtres surhumains. Cependant, les analyses scientifiques modernes ont remis en cause l'authenticité de ces découvertes. Les ossements géants se sont avérés être des restes d'animaux préhistoriques, comme des mammouths ou des dinosaures, mal interprétés à l'époque.
Le scepticisme des scientifiques s'explique aussi par l'absence de preuves concrètes et irréfutables de l'existence de géants. Aucune découverte archéologique n'a permis de confirmer avec certitude la présence d'une espèce humaine de taille exceptionnelle dans le passé. Malgré ce scepticisme, l'attrait pour les géants persiste dans l'imaginaire populaire. Ils peuplent les mythes, les légendes et les œuvres de fiction, témoignant d'une fascination ancestrale pour l'inconnu et le surnaturel. Malgré le scepticisme général, il existe des découvertes troublantes qui remettent en question l'idée que les géants ne sont que des figures légendaires. Des ossements humains de taille exceptionnelle ont été mis au jour à travers le monde, notamment au Transvaal, en Chine du Sud et à Java. Ces découvertes, authentifiées par la science, suggèrent l'existence d'individus dont la stature dépasse de loin la moyenne humaine. Il est important de noter que ces cas ne semblent pas être des anomalies isolées, comme on pourrait le penser avec les géants de foire. Au contraire, les proportions des ossements indiquent que cette taille était la norme pour les populations auxquelles ils appartenaient. Ces découvertes ouvrent des perspectives fascinantes sur l'histoire de l'humanité et soulèvent de nombreuses questions. Qui étaient ces géants ? Étaient-ils une espèce humaine distincte ou simplement une variété de l'Homo sapiens ? Quand et où ont-ils vécu ? Les découvertes sont éparpillées à travers le globe, suggérant une présence géographiquement étendue. Pourquoi ont-ils disparu ? Quelles sont les causes de leur extinction ? La science n'a pas encore toutes les réponses à ces questions, mais ces découvertes rappellent que l'histoire de l'humanité est complexe et pleine de mystères. L'étude de ces géants pourrait nous aider à mieux comprendre notre propre évolution et les différentes formes que la vie humaine a pu prendre au cours du temps. Des découvertes intrigantes viennent renforcer l'hypothèse de l'existence passée de géants. En Syrie et en Moravie, des outils de pierre d'un poids et d'une taille considérable ont été exhumés, dépassant les capacités humaines normales. Les fouilles menées par Burkhalter en Moravie, notamment, ont mis au jour des outils de 3 à 4 mètres, pesant entre 3 et 4 livres. Ces objets imposants soulèvent des questions quant à leurs créateurs et utilisateurs. Était-il le fait d'individus dotés d'une force surhumaine, ou bien d'une espèce humaine aujourd'hui disparue, adaptée à la manipulation d'objets massifs? Des études comparatives des traditions suggèrent que ces géants auraient vécu durant l'ère tertiaire, période s'étendant de 66 millions d'années en arrière à 2,6 millions d'années en arrière. Cela signifie qu'ils auraient cohabité avec les premiers Homo sapiens. L'idée d'une coexistence entre des humains de taille normale et des géants ouvre des perspectives passionnantes sur l'histoire de l'humanité et sur la diversité des formes que la vie humaine a pu prendre au cours du temps. Elle invite également à réexaminer les mythes et légendes qui peuplent l'imaginaire collectif et qui pourraient contenir des fragments de vérité sur un passé lointain et encore mal connu. L'origine du gigantisme des antédiluviens a suscité diverses théories, certaines s'appuyant sur des arguments pseudo-scientifiques. La cosmologie lunaire d'Hörbiger, par exemple, postulait qu'une attraction lunaire plus intense dans le passé aurait favorisé le développement d'espèces gigantesques, y compris humaines. Cette théorie, bien que séduisante, a été largement discréditée par la science moderne. L'existence de géants est un thème récurrent dans les textes anciens et les légendes. Des exégètes comme Lapérière, dans ses Présadamites, 1655, évoquaient déjà ces êtres imposants. Le folklore de nombreuses cultures regorge de récits de peuples de géants, souvent dépeints comme redoutables et puissants. Malgré la profusion de ces récits,
il est difficile d'y trouver des informations précises et scientifiquement vérifiables. Cependant, certaines traditions, comme celle du Pérou, offrent des descriptions plus détaillées. Elle mentionne l'existence d'une race de géants, les Wari, à qui l'on attribue la construction de nombreux édifices cyclopéens dans la région andine. Ces constructions, caractérisées par l'utilisation de blocs de pierre massifs, témoignent d'une maîtrise architecturale impressionnante. L'hypothèse que ces géants aient pu participer à leur édification est intrigante et mérite d'être explorée. Des recherches archéologiques plus poussées pourraient permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse et d'en apprendre davantage sur ces bâtisseurs mystérieux. Urbiger et ses disciples, dans leurs spéculations archéologiques audacieuses, ont tenté d'associer le gigantisme à la construction des ruines monumentales de Tiahuanaco, près du lac Titicaca. Ils attribuaient ces constructions à un peuple ancien de géants, datant d'une époque reculée. Cependant, la majorité des archéologues rejettent cette théorie, préférant des explications plus rationnelles et fondées sur des preuves concrètes. Il est vrai que l'hypothèse d'une race de géants bâtisseurs offrirait une solution séduisante au mystère des édifices cyclopéens et des monuments mégalithiques. Imaginez des êtres dotés d'une force surhumaine, élevant des menhirs, construisant des dolmens et des cromlechs, stimule l'imagination. Malheureusement, cette hypothèse reste à ce jour non prouvée. Aucune découverte archéologique n'a permis de confirmer avec certitude l'existence de géants bâtisseurs. De plus, les traditions relatives aux civilisations disparues ne mentionnent pas systématiquement la présence de géants. Le récit de Platon sur l'Atlantide, par exemple, ne fait aucune allusion à la taille de ses habitants. Il est donc important de garder un esprit critique face aux théories pseudo-scientifiques et de privilégier les explications fondées sur des faits vérifiables. Le mystère des constructions cyclopéennes et mégalithiques reste entier, mais la science continue de progresser et de nouvelles découvertes pourraient un jour nous apporter des réponses. Le règne des femmes. L'existence de géants dans un passé lointain a toujours fasciné l'humanité, nourrissant l'imaginaire collectif depuis des siècles. Pourtant, la science moderne reste sceptique face à ces récits, contrastant avec les affirmations péremptoires d'ouvrages comme la dissertation sur les ossements du géant Teutobochus, roi des Cimbres, de Nicolas Abico. Imaginez des êtres dotés d'une force surhumaine, élevant des menhirs, construisant des dolmens et des cromlechs, stimule l'imagination. Malheureusement, cette hypothèse reste à ce jour non prouvée. Aucune découverte archéologique n'a permis de confirmer avec certitude l'existence de géants bâtisseurs. De plus, les traditions relatives aux civilisations disparues ne mentionnent pas systématiquement la présence de géants. S'il est impossible d'affirmer catégoriquement l'existence de populations de géants dans le passé, la science peut-elle éclairer une autre tradition persistante, celle d'un matriarcat primitif où les femmes détenaient le pouvoir? Contrairement à certaines idées reçues, l'hypothèse d'un matriarcat originel n'est pas une simple invention d'ethnologues romantiques.
des indices dans l'Antiquité suggèrent que cette organisation sociale a pu exister. Les druides, par exemple, affirmaient que leur pouvoir théocratique avait succédé au règne de femmes supérieures, appelées fées. Ce témoignage des druides est loin d'être isolé. De nombreuses cultures à travers le monde conservent des mythes et légendes mettant en scène des femmes puissantes, déesses, reines ou sorcières, qui auraient régné sur des sociétés matriarcales. L'archéologie apporte également des éléments intrigants. La découverte de figurines féminines datant du Paléolithique, comme la Vénus de Willendorf, suggère un possible culte de la féminité et de la fertilité dans les sociétés préhistoriques. Bien que les preuves d'un matriarcat primitif restent fragmentaires et sujettes à interprétation, il est important de ne pas rejeter cette hypothèse d'emblée. L'étude des sociétés anciennes et des relations entre les genres est un domaine complexe et en constante évolution. De nouvelles découvertes et analyses pourraient un jour nous permettre de mieux comprendre le rôle des femmes dans l'histoire de l'humanité. L'existence d'un matriarcat primitif, bien que non confirmée par la science, trouve un écho dans certaines coutumes de tribus africaines, asiatiques et autres. Ces coutumes, difficiles à expliquer dans un contexte patriarcal, semblent être des vestiges d'une organisation sociale où les femmes détenaient le pouvoir. Les exégètes et théoriciens de l'ésotérisme ont naturellement été intrigués par cette idée et ont proposé diverses interprétations. L'analyse de symboles anciens a été mobilisée pour étayer cette théorie. L'étude des coutumes et des symboles anciens peut nous apporter des indices précieux sur l'organisation des sociétés primitives et les relations entre les genres. Cependant, il est essentiel de maintenir un esprit critique et de ne pas tirer de conclusions hâtives. La recherche sur le matriarcat primitif est un domaine complexe et passionnant qui nécessite une approche rigoureuse et pluridisciplinaire. L'étude des cultes anciens révèle un lien étroit entre le principe féminin et les mystères terrestres, souterrains, rites chtoniens et lunaires. Sociologues, ethnologues et historiens des religions ont mis en évidence cette connexion, suggérant une association forte entre la femme et les forces telluriques et cycliques de la nature. Cette tendance se manifeste à travers l'histoire, depuis le sacerdoce préhellénique, où la femme occupait une place prépondérante, jusqu'au mystère féminin de la Grèce et de l'Empire romain, avec les cultes de Déméter, Hécate et d'autres déesses. Les Crétois, par exemple, adoraient une déesse mère accompagnée d'un dieu parèdre, relégué à un rôle secondaire. Un bas-relief crétois montre une femme parée d'attributs divins, aux côtés d'un homme beaucoup plus petit, lui aussi paré d'attributs divins, mais de manière moins ostentatoire. Cette représentation symbolique illustre la prééminence du féminin dans le culte crétois. La déesse mère, source de vie et de fertilité, occupe le centre de la scène, tandis que le dieu masculin est relégué à une position subalterne. Dans toute l'Europe et au-delà, on retrouve des traces de ce culte du féminin. Des amas de pierres brutes, appelées grottes ou roches homères, marquent sans doute le souvenir de prêtresses, magiciennes qui officiaient dans ces lieux sacrés. Ces indices archéologiques et ethnologiques suggèrent que le matriarcat, ou du moins une forme de société où les femmes jouaient un rôle spirituel et social important, a pu exister dans le passé. Il est tout à fait plausible d'imaginer que ces lieux, chargés d'une aura mystique, aient servi de refuge à des femmes inspirées, véritables sibylles ou pythie préhistoriques. Leurs rituels et pratiques magiques auraient contribué à renforcer le lien entre le féminin et les forces de la nature. Johann Jakob Bachofen, philosophe suisse du XIXe siècle, est considéré comme le père de la théorie du matriarcat. Il a développé le concept d'une société où les femmes détenaient le pouvoir dans tous les domaines, familial, politique et religieux. Selon Bachofen,
Le matriarcat représente un stade primitif de l'évolution sociale, un passage obligé avant l'avènement du patriarcat. Il voit dans le matriarcat une étape nécessaire à la maturation des peuples, une période de germination et de développement à l'ombre des formes sociales dominées par les femmes. Bachofen distingue 3 époques historiques marquées par différentes formes de matriarcat. La maternité hétaïrique, caractérisée par la promiscuité sexuelle et l'absence de mariage. Le symbole de cette ère est la fertilité exubérante et chaotique. Cette époque est associée à une forme de liberté sexuelle et à un culte de la fécondité. Le matriarcat amazonien, où les femmes guerrières et chasseuses dominent la société. Cette phase est marquée par la force physique et l'indépendance des femmes. Le matriarcat démétérien, centré sur le culte de la déesse mère et sur l'agriculture. Cette période est associée à la sagesse, la fertilité de la terre et la transmission des connaissances. La théorie de Bachofen, bien que controversée, a ouvert la voie à de nouvelles réflexions sur l'histoire des sociétés et les relations entre les genres. Elle a contribué à remettre en question la vision traditionnelle d'un patriarcat éternel et à explorer la possibilité d'un passé matriarcal. Bachofen poursuit sa classification des époques historiques en identifiant une seconde période, celle du règne de la mère, du matriarcat, de la gynécocratie. C'est l'ère du démétrisme, où le mariage s'instaure, symbolisé par le côté gauche, la nuit, la lune, la matière et la profondeur tellurique. Cette période est suivie par celle du patriarcat, que nous connaissons encore aujourd'hui, marquée par la domination masculine et symbolisée par le soleil, la hauteur, le côté droit et le jour. Face à ce constat, une question se pose. Un retour du matriarcat est-il possible? Si Bachofen lui-même n'envisageait pas cette possibilité, l'idée fait aujourd'hui son chemin. Pourrions-nous assister à l'émergence d'une nouvelle tradition religieuse fondée sur un néo-matriarcat, un culte initiatique de la grande déesse? Denis de Rougemont, dans un ouvrage intitulé « L'amour et l'Occident », évoque cette possibilité en ces termes. Enfin, certains signes annoncent un phénomène plus profond, peut-être comparable à celui qui envahit la psyché collective du XIIe siècle. Il fait ici référence à l'essor du courant courtois au Moyen Âge, marqué par une certaine réhabilitation du féminin et par l'apparition de figures féminines fortes et inspirantes. De même, aujourd'hui, nous observons une prise de conscience croissante de l'importance du féminin dans la société et une remise en question des structures patriarcales traditionnelles. L'avenir nous dira si cette tendance se traduira par un retour du matriarcat, mais il est certain que le rôle et la place des femmes dans la société sont en pleine mutation. Le regain d'intérêt pour la Vierge Marie dans l'Église catholique, notamment au sein des masses populaires, pourrait être interprété comme un symptôme d'un phénomène plus large. La réhabilitation de la figure féminine sacrée, incarnée par la Sophia, sagesse et Vierge Mère éternelle. Ce phénomène transcende le domaine religieux et s'observe également dans la culture populaire. La littérature et le cinéma célèbrent la femme-enfant salvatrice, capable de guérir l'homme rationnel de ses maux. Les surréalistes, avec André Breton en tête, ont exprimé leur fascination pour la figure féminine et son pouvoir créateur. Leurs explorations artistiques rejoignent les recherches d'auteurs comme Robert Graves sur la grande déesse, Adrian Turel sur le matriarcat et bien d'autres. Des ouvrages historiques rigoureux, comme Le culte de la déesse mère, D.O. James, mettent en lumière les racines profondes du culte de la femme et de la mère divine.
Il est important de souligner que le concept de matriarcat strict implique une supériorité féminine sur tous les plans, social, politique, religieux et ésotérique. Ce renouveau de l'intérêt pour le féminin sacré et pour le matriarcat témoigne d'une évolution des mentalités et d'une remise en question des structures patriarcales traditionnelles. Il ouvre des perspectives fascinantes sur le rôle des femmes dans l'histoire et dans la spiritualité. Un passage de Diodore de Sicile fait écho aux récits antiques sur les Amazones, ces femmes guerrières vivant aux confins du monde connu. Il décrit une société où les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont inversés. Les femmes assurent le service militaire et occupent les fonctions publiques, tandis que les hommes restent au foyer et se consacrent aux tâches domestiques. Cette description, bien que teintée de fantasmes et d'exagérations, soulève des questions intéressantes sur la place des femmes dans les sociétés anciennes et sur la diversité des organisations sociales possibles. Le récit de Diodore de Sicile met en lumière plusieurs aspects importants de la société amazonienne. Le service militaire des femmes. Les femmes sont décrites comme des guerrières redoutables, assurant la défense de leur territoire et participant au combat. Cette image contraste avec le rôle traditionnellement assigné aux femmes dans les sociétés patriarcales. L'accès aux fonctions publiques. Après leur service militaire, les femmes accèdent aux postes de pouvoir et participent à la gestion de la cité. Elles occupent les magistratures et exercent toutes les fonctions publiques, montrant ainsi leur capacité à gouverner et à prendre des décisions importantes. La relégation des hommes à la sphère domestique. Les hommes, quant à eux, sont confinés à la sphère domestique et exclus des affaires publiques. Ils sont décrits comme des êtres passifs, soumis à l'autorité des femmes. Ce récit, bien que probablement enjolivé par la tradition, nous invite à réfléchir sur la diversité des organisations sociales et sur les rapports de pouvoir entre les genres. Il montre que des sociétés où les femmes occupent une place prépondérante ont pu exister, même si elles restent marginales et souvent idéalisées dans les textes anciens. Diodore de Sicile, dans son récit passionnant, va plus loin et relate la défaite des Atlantes face à l'armée d'Amazone menée par la reine Myrina. Imaginez 30 000 femmes à pied et 20 000 cavalières submergeant les légendaires Atlantes. Les Grecs situaient également des Amazones à l'est de l'Asie mineure, dans la région du Caucase. Au XVIe siècle, les conquistadors espagnols auraient rencontré une tribu de femmes guerrières dans l'actuel Mato Grosso, donnant ainsi son nom au fleuve Amazone. Mais s'agissait-il réellement de femmes? Certains historiens suggèrent que les Espagnols auraient pu confondre des Indiens aux traits fins, cheveux longs et sans barbe, avec des femmes. Cette hypothèse est intéressante, car elle met en évidence les biais culturels qui peuvent influencer la perception et l'interprétation des faits. Les conquistadors, habitués à une certaine représentation des genres, auraient pu être trompés par l'apparence efféminée de ces Indiens. Cependant, il est important de ne pas rejeter trop vite le témoignage des conquistadors. Il est possible que ces femmes guerrières aient été des membres d'une société matriarcale, où les femmes jouaient un rôle important dans la guerre et la défense du territoire. L'existence des Amazones reste un sujet de débat parmi les historiens et les archéologues. Les preuves sont fragmentaires et souvent teintées de légendes, mais il est fascinant d'imaginer que des sociétés où les femmes étaient des guerrières redoutables ont pu exister. Les œuvres de Léonore Fini semblent hantées par le spectre d'un matriarcat révolu, gouverné par des prêtresses magiciennes dont la civilisation demeure un mystère. L'univers pictural de l'artiste est empreint d'une atmosphère onirique et symbolique, où les femmes occupent une place centrale. Comme le souligne l'analyse de son œuvre, la société imaginaire créée par Léonore Fini est nettement matriarcale,
Et cela, semble-t-il, parce qu'elle recrée l'organisation spirituelle des sociétés primitives, qui étaient, elles aussi, matriarcales. Il ne s'agit pas tant d'une affirmation de dominance féminine que d'une réminiscence d'un culte ancien, d'une religion primordiale, où les femmes jouaient un rôle spirituel essentiel. L'art de Léonore Fini puise dans ses croyances ancestrales et les réactualise à travers une imagerie singulière et puissante. Ces toiles peuplées de figures féminines énigmatiques, d'animaux fantastiques et de symboles archaïques évoquent un monde où la magie et le sacré sont omniprésents. Les femmes y sont représentées comme des êtres puissants, déesses, sorcières ou prêtresses, gardiennes des mystères de la vie et de la mort. L'œuvre de Léonore Fini nous invite à un voyage dans un passé mythique où le féminin sacré était vénéré et où les femmes détenaient les clés du savoir et du pouvoir. Elle nous rappelle que l'histoire de l'humanité est complexe et que les relations entre les genres ont connu des formes variées au cours du temps. L'art de Léonore Fini est un témoignage précieux de cette histoire oubliée, un hommage à la puissance et à la magie du féminin. Les sociologues sceptiques quant à l'existence d'une ère matriarcale soulignent souvent l'improbabilité d'une domination physique des femmes sur les hommes. Cependant, il est important de rappeler que la supériorité physique masculine est en grande partie le fruit de constructions sociales et culturelles. En réalité, les femmes possèdent des atouts physiques indéniables. Si elles sont généralement moins musclées que les hommes, elles présentent une endurance et une résistance supérieures, notamment face à la douleur et aux privations. Un exemple frappant de cette résistance féminine est l'idée, un temps envisagée par les scientifiques, d'envoyer une femme comme premier passager spatial. Ce choix était motivé par la meilleure capacité des femmes à supporter les conditions extrêmes du vol spatial. Seule la crainte d'une levée de bouclier de l'opinion publique, attachée à l'image de la femme fragile, a empêché ce projet de se concrétiser. Ce détail révèle les préjugés profondément ancrés dans nos sociétés concernant les capacités physiques des femmes. Il est temps de remettre en question ces stéréotypes et de reconnaître la force et la résilience dont les femmes font preuve. Ce détail révèle les préjugés profondément ancrés dans nos sociétés concernant les capacités physiques des femmes. Il est temps de remettre en question ces stéréotypes et de reconnaître la force et la résilience dont les femmes font preuve. Au-delà du miroir avec Elena Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, figure incontournable de l'occultisme, a repris et enrichi les mythes sur les continents et les races disparues dans son œuvre monumentale, La doctrine secrète, publiée en 1888. Cet ouvrage, véritable roman historico-cosmique, selon l'expression de Denis Seurat, nous plonge dans une histoire alternative de l'humanité, où se succèdent des civilisations préhumaines et humaines dont la science officielle ignore tout. Blavatsky y décrit avec un luxe de détails des continents engloutis, des races disparues et des technologies oubliées. Elle nous parle de la Lémurie, de l'Atlantide, des Hyperboréens et d'autres peuples mystérieux qui auraient peuplé la Terre dans un lointain passé. Son récit, foisonnant et visionnaire, s'appuie sur de diverses sources, textes sacrés orientaux, légendes occidentales, traditions ésotériques. Blavatsky affirme avoir eu accès à des connaissances secrètes, transmises de génération en génération par des initiés,
et qui lui aurait permis de reconstituer l'histoire véritable de l'humanité. La doctrine secrète est une œuvre controversée, souvent critiquée pour son manque de rigueur scientifique et ses affirmations difficilement vérifiables. Cependant, elle continue de fasciner et d'inspirer de nombreux lecteurs, attirés par sa vision grandiose et ses révélations sur un passé oublié. Que l'on adhère ou non à ces thèses, la doctrine secrète reste un ouvrage majeur de l'occultisme, un témoignage précieux de la quête humaine de sens et de connaissances. Il est vrai que l'œuvre de Madame Blavatsky ne repose pas uniquement sur des révélations imaginatives. Elle s'appuie sur une connaissance approfondie des traditions hindoues et bouddhistes, des doctrines kabbalistiques, des mythes païens classiques, et même sur des interprétations audacieuses de données géologiques. Selon sa doctrine secrète, la Terre aurait connu une succession de races. Races hyperboréennes. Des êtres asexués et vaporeux vivant dans un paradis polaire aujourd'hui disparu. Race lémurienne. Habitants du continent englouti de la Lémurie, dont l'Australie serait un vestige. Ces êtres étaient bisexués. Race atlante. Peuple monosexué, maître d'une civilisation avancée sur le continent de l'Atlantide. Race aryenne. Notre race actuelle, la 4e d'un cycle de 7. Blavatsky prédit l'avènement de 3 autres races après la nôtre, chacune marquée par des caractéristiques physiques et spirituelles spécifiques. Le nombre 7 occupe une place centrale dans la cosmogonie de Madame Blavatsky, symbolisant la totalité et le cycle complet. On le retrouve dans les 7 races humaines, les 7 corps subtils de l'homme, les 7 cycles astronomiques, et même dans le cycle des réincarnations, où l'âme traverse 7 fois chaque race de chaque cycle. Cette construction, bien que fascinante, est difficilement vérifiable par les faits. Elle s'éloigne même des données traditionnelles, en affirmant par exemple le caractère asexué des hyperboréens ou l'hermaphrodisme des lémuriens, des affirmations non corroborées par les mythes et légendes. Malgré l'écart entre sa vision et les connaissances géologiques de son époque, Madame Blavatsky tente d'évaluer la durée des ères géologiques. Ère primaire, 103 millions d'années. Ère secondaire, 36 millions d'années. Ère tertiaire, 7 millions d'années. Ère quaternaire, 1 600 000 années. Ces chiffres, bien que différents de ceux admis par la science moderne, témoignent de la volonté de Blavatsky d'inscrire sa doctrine dans un cadre temporel et de lui donner une apparence de scientificité. L'utilisation de termes géologiques par Blavatsky sert à ancrer ces constructions mythiques dans un cadre temporel qui évoque la science, mais il ne s'agit que d'un habillage pour une narration essentiellement symbolique. Aux origines de l'humanité, elle place des hommes divins et des progéniteurs, êtres supérieurs dotés de pouvoirs surnaturels. Avant l'ère secondaire apparaissent les androgynes, êtres bisexués qui seront presque totalement anéantis par des cataclysmes. Ils sont remplacés par des géants aux sexes séparés. Ce récit mythique s'inspire de nombreuses traditions qui voient dans l'androgynie un état primitif de l'humanité, symbole d'une unité originelle perdue. La séparation des sexes marque une étape importante dans l'évolution humaine, source de conflits et de dualité. L'apparition des géants après les androgynes peut être interprétée comme une étape intermédiaire entre l'état primitif et l'humanité actuelle. Les géants, dotés d'une force physique exceptionnelle, représentent une forme de puissance et de démesure qui sera finalement remplacée par une humanité plus fragile et plus consciente de ses limites. Dans la doctrine secrète,
Madame Blavatsky s'attache à décrire plus précisément 5 races humaines qui auraient successivement peuplé la Terre. Première race, spirituelle à l'intérieur, éthérique à l'extérieur et dépourvue d'intellect, elle aurait vécu au pôle Nord lors de la formation de la croûte terrestre. Imaginez des êtres fantomatiques flottant au-dessus d'un magma incandescent. Deuxième race, mi-astrale, mi-éthérique, dotée d'une intelligence naissante, elle aurait habité la légendaire Hyperborée durant l'ère primaire. Troisième race, androgyne pendant les 2/3 de son existence, elle aurait peuplé la Lémurie durant l'ère secondaire. Quatrième race, préhistorique, elle aurait vécu sur le continent de l'Atlantide et aurait disparu au milieu de l'ère Miocène, après une existence de 4 à 5 millions d'années. Cinquième race, notre humanité actuelle, présente depuis 18 millions d'années selon Blavatsky. Ces descriptions, bien que fantaisistes, témoignent d'une imagination fertile et d'une volonté de construire une histoire alternative de l'humanité, enrichie d'éléments mythologiques et ésotériques. Il est intéressant de noter que Blavatsky attribue à chaque race des caractéristiques physiques et spirituelles particulières, reflétant les différentes étapes de l'évolution humaine. La doctrine secrète de Blavatsky est une œuvre foisonnante qui explore l'histoire de l'humanité à travers le prisme de 7 grandes races, chacune se divisant en 7 sous-races. Nous serions actuellement dans la 5e race, et Blavatsky prédit l'émergence d'une 6e sous-race en Amérique du Nord, puis d'une 7e en Amérique du Sud. L'ensemble de son enseignement repose sur un manuscrit ancestral, les Stances de Dzyan, rédigé en Senzar, une langue sacrée que Blavatsky présente comme l'archétype des plus anciens livres sacrés tels que le Tao Te Ching, les écrits de Thoth Hermès et le Pentateuque. Ce manuscrit, le plus ancien livre du monde, relaterait l'histoire du monde depuis ses origines jusqu'à la mort de Krishna, il y a plus de 5000 ans. Il est intéressant de noter que d'autres théosophes et occultistes contemporains de Blavatsky ont développé des doctrines similaires, parfois en accord, parfois en opposition avec sa propre synthèse. Ces doctrines partagent une vision cyclique de l'histoire et une croyance en l'existence de connaissances secrètes transmises à travers les âges. Effectivement, les révélations des occultistes comme Madame Blavatsky se situent souvent dans un domaine inaccessible à la vérification scientifique. L'existence de continents disparus, de races antédiluviennes et de manuscrits ancestraux relève de la croyance et de l'interprétation plutôt que de la preuve tangible. Cependant, certaines affirmations des occultistes ouvrent la voie à des réflexions et à des hypothèses intéressantes. L'idée de centre spirituel, caché, exerçant une influence invisible sur le monde, en est un exemple. Ces centres, invisibles aux yeux des profanes, seraient des gardiens d'une sagesse ancestrale et des sources d'énergie spirituelle. Ils agiraient comme des points d'ancrage entre le monde céleste et le monde terrestre, maintenant l'équilibre et l'harmonie de l'univers. Pourquoi pas, après tout? L'existence de tels centres ne peut être ni prouvée ni réfutée par la science. Elle relève du domaine de la foi et de l'intuition. L'idée que des lieux sacrés puissent rayonner une énergie spirituelle et influencer le cours des événements est présente dans de nombreuses traditions à travers le monde. Des sites comme les pyramides d'Égypte, Stonehenge ou le mont Shasta sont considérés par certains comme des centres d'énergie et des portes vers d'autres dimensions. L'ésotérisme contemporain regorge de spéculations sur des lieux imprégnés d'une énergie spirituelle particulière, comme la Californie ou la ville de Lyon. Ces lieux, magiquement préparés par des initiés du passé, serviraient de point de ralliement pour les chercheurs spirituels. L'imagination des ésotéristes ne s'arrête pas là.
des visions apocalyptiques annoncent l'avènement d'une 6e race humaine, affranchie des contraintes matérielles. Seuls les individus ayant atteint un certain niveau spirituel seraient épargnés par le désastre général qui accompagnera cette transition. Ces prophéties apocalyptiques sont alimentées par les angoisses contemporaines face aux crises et aux incertitudes de notre époque. Elles s'inscrivent dans une perspective d'évolution régressive, où l'humanité s'éloigne d'un âge d'or perdu pour s'enfoncer vers une fin des temps chaotiques. Cette vision pessimiste contraste avec l'idée de progrès qui domine la pensée occidentale moderne. Pour les ésotéristes, l'histoire humaine n'est pas une marche linéaire vers un avenir meilleur, mais un cycle de hauts et de bas, marqué par des périodes de décadence et de renaissance. Le commentaire de Madame Blavatsky sur la 33e stance de Dhyan dresse un tableau sombre de la dégénérescence de l'humanité. La taille des hommes diminue, leur vie raccourcit, et ils s'éloignent de la divinité. Ils se mêlent à des races animales, s'unissent à des géants et des pygmées, et certains s'engagent dans la voie de la magie noire. Ce déclin moral et spirituel conduit les Atlantes à leur perte. Ce passage illustre la vision cyclique de l'histoire qui sous-tend la doctrine secrète. L'humanité connaît des périodes de progrès et de décadence, et chaque cycle se termine par une destruction cataclysmique. Pourtant, Blavatsky nous rappelle également les origines glorieuses de l'humanité. Au sein de l'absolu, des entités supérieures guident l'évolution des mondes. Elle retrouve cette idée dans les traditions bouddhistes, qui mentionnent des premiers hommes au corps plasmique et asexué, planant au-dessus des eaux. Cette image évoque un état primitif de pureté et de spiritualité, où l'humanité était en harmonie avec le cosmos. La chute dans la matière et la séparation des sexes marquent une étape cruciale dans l'évolution humaine, source de conflits et de souffrances. L'idée d'une chute progressive de l'humanité, depuis un état de grâce originel, est un thème récurrent dans de nombreuses traditions religieuses et ésotériques. Cette chute est souvent associée à une perte de spiritualité, à un éloignement de la divinité et à une immersion dans la matière. Pedro Astet, dans son ouvrage Los Signos, propose une interprétation symbolique du quadrillage qu'il considère comme une représentation de l'espace à 2 dimensions divisées par la croix. Ce symbole évoque la structuration de l'univers et l'interaction entre les forces horizontales et verticales. L'ésotérisme établit souvent un parallèle entre le devenir personnel et l'évolution de l'humanité. L'individu, comme l'espèce humaine, est engagé dans un cheminement spirituel qui le conduit à travers des étapes de progression et de régression. Cette analogie ouvre des perspectives inépuisables pour l'exégèse des mythes, des symboles et des traditions. Chaque récit, chaque image, chaque coutume peut être interprétée comme une allégorie du cheminement spirituel de l'homme et de l'humanité. L'ésotérisme, avec ses doctrines grandioses sur l'histoire de l'humanité, se déploie dans un domaine qui échappe à la validation scientifique. Affirmer l'existence de 7 types planétaires d'humanité, en parallèle avec 7 esprits planétaires et des Elohim préadamites, relève de la spéculation et de la croyance. Malgré le manque de preuves tangibles, il serait dommage de négliger l'étude des traditions occultes. Prenons l'exemple des cartes rapportées du Cachemire par Leadbeater, qui sont censées montrer la répartition des continents disparus. Ces cartes, bien que leur authenticité soit discutable, stimulent l'imagination et nous invitent à envisager des possibilités au-delà des connaissances géographiques conventionnelles. En tant que chercheurs impartiaux, nous devons aborder ces témoignages avec un esprit ouvert, sans préjugés dogmatiques. Il est important de ne pas rejeter d'emblée des informations qui peuvent sembler peu rigoureuses, mais de les examiner avec discernement et prudence.
Ainsi s'achève notre périple à travers les contrées fascinantes et énigmatiques de l'histoire secrète de l'humanité. Nous avons exploré les mythes des géants, vestiges d'une époque où la Terre aurait été peuplée d'êtres aux proportions extraordinaires. Nous avons contemplé l'hypothèse d'un règne des femmes, un matriarcat primitif où le pouvoir et la sagesse étaient détenus par le féminin sacré. Nous avons plongé dans l'univers foisonnant de Madame Blavatsky, avec ses continents engloutis, ses races disparues et ses cycles cosmiques. Ces récits, qu'ils soient fondés sur des faits réels ou sur des constructions imaginaires, témoignent de la fascination de l'homme pour les mystères de ses origines et de son destin. Ils nous invitent à dépasser les limites de la connaissance conventionnelle et à explorer des voies alternatives pour comprendre notre place dans l'univers. Géants, matriarcat, ésotérisme, autant de pistes qui nous rappellent que l'histoire de l'humanité est complexe et plurielle. Elle est faite de cycles de grandeur et de décadence, de progrès et de régression, de lumière et d'ombre. L'histoire secrète de l'humanité est une invitation au voyage, une quête de sens et de connaissance qui nous conduit à travers les méandres du temps et de l'espace. Elle nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé riche et mystérieux, et que notre destin est intimement lié à celui de l'univers.